En attendant demain, il y a aujourd'hui déjà des initiatives, des actions, des projets qui émanent des territoires. On va partir à leur découverte. Comme vous le savez, à chaque fois, un représentant du projet présente son initiative locale, territoriale, et un chercheur dans l'Assemblée vient apporter son regard. On commence avec vous. Merci beaucoup d'être avec nous, Émilie Renaud. Je vais vous présenter. On va parler du sujet du monde rural de demain. Dans l'agriculture est à la fois pensée comme la cause, le levier, la solution, un peu tout face au dérèglement climatique. Elle cristallise les tensions et elle parle aussi d'un avenir et d'un monde plus durable. Émilie Renaud, vous avez créé la marque Les Toiles des Bergers depuis votre région du Limousin. Vous fabriquez de manière artisanale de la literie naturelle en laine locale, des matelas, des oreillers, des couettes pour rêver à un autre monde. C'est évidemment pas une simple production, vous allez nous l'expliquer, c'est une manière de voir, de vivre votre territoire et votre rapport à l'animal aussi, comme l'indique le titre Laine et paysage. Une autre manière aussi de penser la confection, peut-être que vous nous direz un mot, parce que vous pratiquez dans le domaine classique, vous étiez dans le prêt-à-porter et vous avez eu aussi un déclic, vous allez nous raconter tout ça, on vous écoute. Bonjour, en fait moi je suis couturière de métier et j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans dans une marque de prêt-à-porter féminin où on achetait par quantité, par 5 000, 10 000 pièces, des articles en Asie principalement et qu'on revendait très cher ici, avec des très grandes marges. Au moins multiplié par 10. Alors moi, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je suis tombée dedans, j'ai pas compris. Et je me suis vite dit, oh là là, j'imaginais pas la confection comme ça, ça me convenait absolument pas. Donc moi, je me suis vraiment fait une grosse remise en question. Et tout à l'heure, on parlait de rupture. C'est vraiment le terme. J'ai dû passer pendant au moins une année à me dire, mais c'est pas possible. Moi, je peux pas travailler comme ça, je peux pas participer à cette exploitation humaine surtout. Parce que pour que des vêtements arrivent ici à 3 €, on imagine qu'au bout du monde, voilà. Alors on se plaint qu'ici, le travail coûte cher, mais on a c'est notre sécurité en fait. Faut revenir dans un taux horaire, on a la sécurité sociale et puis tout ce qui va avec. Donc ça, c'est quand même notre niveau de vie. On parlait de santé tout à l'heure. Donc c'est pour ça que le travail coûte cher ici, mais ça a un sens. Et quand on achète un vêtement à 2 € neuf, voilà, il y a des gens qui ne sont pas payés, forcément. Donc moi, j'ai eu cette grosse remise en question et je suis partie, clairement, vers d'autres voies. J'ai essayé plusieurs choses et il y a 10 ans, j'ai rencontré une éleveuse, tout simplement. Là, c'est vraiment un contact humain qui me présentait, elle, comment elle valorisait sa laine, en fait. Donc, c'était simplement de la laine en watts. Je vais essayer de vous faire comprendre à quoi ça ressemble. Et j'ai trouvé ça super. Après, je me suis renseignée sur ce que cette matière, elle apportait au niveau propriété, au niveau intérêt, quoi. C'est merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi elle a été oubliée. Et ensuite, c'est vraiment la continuité du travail agricole. On a quand même une matière qui est présente quoi qu'il arrive, quoi. La laine des moutons, elle est considérée depuis 2011 par la réglementation européenne comme un sous-produit animal, en fait. C'est un déchet. Oui. C'est vraiment... on ne comprend pas. C'est depuis les années 50, en fait, cette matière a été mise au banc, carrément, en montrant que des aspects négatifs. Bon, je ne comprends pas non plus. Et surtout en cassant toute la filière, en fait. Donc depuis le lavage jusqu'aux étapes de transformation. Donc comment travailler de la laine si on n'a plus d'outils? Là, ça devient compliqué. Et en fait, dans la fin des années 70, début 80, il y a eu des initiatives. Tout à l'heure, on parlait d'intergénération. Et ça, c'est hyper important. En fait, si moi, je travaille la laine maintenant, c'est parce qu'il y a 45 ans, il y a déjà eu des personnes qui ont sauvegardé tout ça. Donc il y a à peu près 45 ans, il y a l'exemple d'Ardelaine, par exemple, en Ardèche. Eux, ils sont repartis d'une filature qui avait été démantelée presque. Et ils ont tout remis en état, au niveau mécanique, au niveau savoir-faire, et recréer un petit réseau au niveau local. Donc ça a impulsé d'autres initiatives, et maintenant c'est la plus grande scope, mais qui reste à dimension humaine, toujours. Et ça a servi un peu d'exemple pour d'autres initiatives, et ça fait 45 ans que ça dure. Ensuite, dans la même foulée, il y a eu Laine Europe, Atelier Laine Europe. Et là, c'était au niveau réseau européen. Pareil, parce que le constat, ce qui se passait en France était aussi valable en Europe en général. Donc l'idée, c'était de maintenir au moins une base pour continuer une production, si toutefois plus tard ça revenait. Heureusement qu'ils l'ont fait. Parce que maintenant, moi, je me suis lancée dans cette initiative-là, parce que ça correspond vraiment à mes convictions, tout simplement. Alors tout à l'heure, on parlait de rupture. C'est vraiment une rupture, parce que moi, financièrement, c'est vraiment par choix. Ça, faut bien l'entendre. Quand on disait tout à l'heure, on fait avec nos impératifs actuels, c'est vrai, quand on veut changer de mode de vie, on aimerait garder le confort. Alors des fois, il faut prendre un peu des risques. Et puis, alors c'est vrai que moi, je me suis lancée dans cette aventure-là, mais je le paye. Donc je vis très sobrement, ça c'est sûr. Mais en tout cas, j'y tiens. Ça c'est... voilà.
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je sais plus ce que je... Vous vouliez peut-être, Émilie, nous montrer quelques images aussi sur la fabrication, ce que vous avez mis en place et à quel point votre travail s'inscrit dans un paysage. Ouais. Alors en fait, moi je travaille à partir de laine locale, donc je suis en lien direct avec les éleveurs. Et ça, pour moi, c'est important parce que toutes les laines, enfin, il n'y a pas une laine, il y a des laines. Donc il y aura de la laine pour le fil, pour le rembourrage, le garnissage, pour le feutre. Ça fait partie d'une diversité en fait, qu'on trouvera jamais avec le pétrole, c'est pas possible. Voilà. Et en fait, il faut vraiment être en discussion avec des éleveurs. Donc c'est vraiment le lien éleveur-artisan. Ça, c'est très riche humainement, vraiment. Et on travaille ensemble sur la qualité de la laine dès l'élevage. Ça, c'est important. Donc là, c'est les paysages. D'où proviennent la laine, en fait. Bon, là, c'est de la charmoise. Ça vous parle pas? Chaque animal a une laine, ouais, donc ça sous-entend aussi autant d'usages possibles et de diversité d'utilisation. Oui, et même de conduite de troupeau. Là, c'est chez une éleveuse près de Bellac. Elle a 120 brebis, c'est tout petit. Hein. Elle, à la base, c'est pour les agneaux et elle valorise sa laine, en fait. Dans du feutre, dans lequel je fabrique des vestes aussi. Pour elle, c'est produit à la ferme. En fait, elle a dit c'est de la laine paysanne, c'est des vêtements paysans, quoi. C'est produit. Enfin, la laine est issue de la ferme et confectionnée à la ferme. Voilà. Et vous vouliez parler peut-être rapidement des étapes de transformation et puis après comment la nouvelle filière s'est structurée. Voilà. Donc en fait, là, à gauche, vous avez l'unité de lavage, la seule semi-industrielle qui reste en France. C'est en Haute-Loire, une seule. Vous imaginez, il reste une seule unité de lavage en France. C'est quand même... Après, il y a des microstructures, mais c'est assez petit et c'est très bien. Enfin, par exemple, moi qui voudrais transformer seulement 200 kg de laine, je peux faire appel à des toutes petites structures. Alors, c'est vrai que nous, on parle de kilos de laine transformée. À la fin, quand je vais vous vendre une veste, par exemple, moi, je vois qu'il y a dessus, il y a 2 kilos de laine. Donc tout ça, il faut que je le compte dans le lavage, enfin tout ce qui est transformation. Et le fait d'avoir des petites unités de transformation, moi, ça me permet, artisan vraiment... assez petite, d'avoir accès, enfin, de pouvoir faire transformer déjà. S'il y avait seulement un modèle industriel, quand on me demande un minimum de 500 kg ou d'une tonne, alors moi, c'est direct, voilà, je peux même pas, quoi. Donc on a encore, grâce à cette filière, en fait, qui s'est instaurée, donc en Bretagne, dans le Pays Basque aussi, dans le Lot-Aveyron, il y a une filature qui s'est réinstallée, là. En fait, un peu partout en France, il y a plein de pôles comme ça. Et nous, on travaille tous, on est obligés de tous se connaître. Il y a une interdépendance entre nous, c'est évident, quoi. Et vous disiez aussi qu'il y avait un travail en bonne intelligence, pas forcément en concurrence, mais au contraire, vous avez besoin les uns des autres pour travailler ensemble. Alors exactement. En fait, moi, j'ai commencé mon activité il y a 1 an. Ah non, je me suis formée, ça fait un peu plus de 10 ans sur la laine. Ça demandait beaucoup de maturation. Donc quand je me suis installée, j'ai commencé par transformer moi-même un premier lot de laine d'une centaine de kilos. C'est très petit. Hein. Et ça demande énormément d'énergie. Et quand on commence, quand on commence à créer une activité professionnelle, on doit penser à tellement de choses que se focaliser juste sur cette partie de production, c'est énorme. Et en fait, un de mes concurrents, Laine et Compagnie, c'est une SCOP qui est à côté de Limoges. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit nous, on a la laine qu'on prélève chez les éleveurs et je connais leur façon de travailler. On la fait laver et on la carde. Est-ce que ça t'intéresse on te la vend, quoi. Oui. Voilà. Donc normalement, c'est des concurrents, mais en fait, on travaille en coopération. C'est génial. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur cette notion de paysage et le fait que vous vous inscrivez dans un certain territoire et le lien avec ce territoire qui vous entoure, avec l'animal aussi? Alors en fait, chez nous, là, dans cette partie du Limousin, Charente-Limousine, Limousin, Haute-Vienne, quoi, vers Bellac, Rochechouart, ce sont des terres d'élevage. Le granit est très présent, donc il y a très peu de terres propices à la culture. Enfin, on le sait, ça fait des milliers d'années, des centaines d'années en tout cas, qu'il y a de l'élevage. Et d'arriver à construire avec les éleveurs un débouché laine, eux, ça leur assure aussi une sécurité. J'imagine que vous connaissez un peu les difficultés que les éleveurs rencontrent. Et ça fait des années qu'ils essaient de valoriser cette matière, mais c'est un coût. En fait, ça leur coûte. De tondre les moutons, ça leur coûte. Et si à plusieurs, on trouve des petits débouchés comme ça, et qu'on arrive à la valoriser, mais correctement, eux, ça leur fait un peu de respiration, et ça les encourage à maintenir leur activité. Moi, je sais, quand je suis arrivée dans cette région, il y a presque 20 ans, j'avais un voisin qui était éleveur, pareil, au vin, et il était très inquiet. C'était difficile parce qu'il reprenait après son père. Ça a tellement été difficile, ce qui fait que 10 ans après, il s'est mis à la culture, en fait. Il a réduit ses parcelles de prairies pour faire de la culture avec les pesticides. Enfin bon, je dis, ça peut être réducteur, mais
il ne faut pas tomber dans une certaine naïveté, mais si on peut trouver des débouchés pour l'élevage, que le textile s'y met aussi, ça pourrait donner un soutien, quoi. Trouver des débouchés, et j'ai l'impression pour vous, trouver du sens aussi. C'est ce que vous ouais. disiez au début. Ouais. En fait, vous avez vous avez trouvé ce que vous cherchiez dans le lien avec, comme on disait, le paysage, avec l'animal, avec votre travail. Exactement. Tout à l'heure, on parlait pareil de faire 50 km. Le lieu d'habitation, le lieu du travail, enfin tout ça, c'est tout est morcelé. Et non, là moi je suis dedans. Tout est lié. Alors c'est vrai que je vis simplement, mais en fait ça me va aussi parce que je me parasite pas la tête avec plein de choses. Voilà quoi. Ça va ni à réfléchir à quelle destination de vacances. Non, je suis bien chez moi en fait. À des préoccupations plus essentielles. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est intégré en fait. Voilà. Après, je peux imaginer que ça puisse pas faire rêver aussi ce genre de mode de vie. Parce qu'il faut renoncer à certains conforts dont on est habitué, les vacances, les sorties, tout ça. C'est vrai que quand on veut être en rupture, faut le savoir aussi, quoi. Mais c'est un bon choix, quoi. Et on renoue le lien avec son territoire. Et sur ce point, ouais. Sauf si vous avez d'autres choses à nous dire, Émilie, évidemment, mais vous pourrez y revenir. Je voulais faire réagir et donner la parole à Nicole Pigné qui est avec nous. Et n'hésitez pas, Émilie, après à re-intervenir. Nicole, vous êtes professeure des universités en écosémiotique à l'Université de Limoges. Et voilà, vous avez aussi envie de réagir peut-être sur cette idée de territoire et de relation au paysage nourricier. On vous écoute. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour ta présentation, Émilie. En fait, Émilie est l'exemple même de personne pudique qui n'a pas forcément raconté ici publiquement toute la force de ses initiatives et tout ce que ça amène, comme tout ce que ça fait émerger comme manière d'être au paysage et de faire lien. Cette approche de la laine et de l'animal, c'est aussi une manière de raconter un paysage, mais pas seulement de le raconter, de le vivre et d'en être habité autant que de l'habiter. Ça n'est pas n'importe quel paysage, vous l'avez compris, c'est pas le paysage du productivisme, c'est un paysage qui nourrit le lien social, le lien à l'animal, parce que ce qu'Émilie nous disait en off, c'est que chaque brebis est différente, chaque animal est différent, et c'est une manière de l'honorer que de tisser sa laine, et ça n'est pas juste je prends les ressources, ça n'est pas un numéro du coup. C'est une manière de nourrir aussi la santé psychique et physique, parce que cette laine ne provient pas d'une agriculture conventionnelle, même à petite échelle, mais d'agroécologie paysanne. Et c'est quoi l'agroécologie paysanne ? Eh bien, c'est ce pari de faire avec les complexités vivantes au lieu de s'en séparer. Alors, tout ça fait écho à ce projet de recherche Nouvelle-Aquitaine. Nathalie est peut-être dans la salle, Nathalie Corrade qui le coordonne, et Margot Alarcon qui est ici présente. Donc sécurité et résilience alimentaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc j'y contribue à ma façon. Et ma façon, c'est quoi ? C'est les paysannes et paysans en Nouvelle-Aquitaine, entre Limousin et Béarn, qui font le choix de recomposer tout leur savoir et de se mettre à distance de la dépendance agrochimique et agroalimentaire. Qu'est-ce qu'ils nous montrent qui marche comme piste de résilience ? C'est quoi les indicateurs ? Eh bien, les indicateurs, c'est vraiment ça, c'est tout réapprendre en fait, tout réapprendre comme ils le disent. Par exemple, la brebis ou le mouton, tout réapprendre, ça veut dire que je vais pas leur donner des granulés que je vais acheter, je vais pas faire de la prairie artificielle avec 2-3 espèces dedans. Je vais réapprendre à rendre l'animal intelligent, à faire en sorte qu'il se réapproprie sa manière de se soigner. Donc, dans mes prairies, je vais laisser une grande diversité, je vais la favoriser, diversité cultivée et spontanée, du plantain par exemple, pour se soigner. Mais ça veut dire que cette prairie, je vais faire en sorte qu'elle soit elle-même douée de complexité. Donc tout réapprendre, là, ça veut dire que ma prairie, elle va intégrer le lien avec la forêt. Donc ça ne va pas être la forêt industrielle ni la prairie industrielle. Mais tout réapprendre, ça veut dire que l'eau, stocker l'eau, hein, vous savez, je ne vais pas faire des méga-bassines ni des bassines du tout. Cette eau-là, le lien que je vais tisser avec elle, il va être nourricier. Cette eau, je vais sentir vraiment et savoir
que c'est la même, celle qui coule dans mon corps et qui me permet de vivre, celle qui coule dans le corps de l'animal, celle qui coule dans le sol, celle qui permet la vie des arbres et des animaux et des insectes, c'est la même. Donc à partir du moment où c'est la même, cette eau, c'est pas juste une ressource que je vais stocker pour la faire pourrir et s'évaporer au soleil. Cette eau, il faut que je travaille sa vitalité. Et en même temps que je travaille sa vitalité, je travaille celle de l'animal, du paysage, du lien à l'autre. Parce que tout réapprendre, ça veut dire que je vais vraiment partager ces savoirs avec les autres. Et je vais tout réapprendre, ça veut dire qu'à partir de ma part vivante moi-même, je vais réapprendre des savoirs scientifiques, composés avec les scientifiques, des savoirs très techniques. Parce que ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un truc du Luberlu ou de Marginaux, c'est vraiment être super bon, sinon je me plante, et économiquement aussi. Voilà, donc les paysages que raconte Émilie nécessitent une rupture, donc forme de résilience, là on est vraiment dans la réorientation, on coupe avec ce qui se faisait avant. On est dans la réorientation, et cette rupture, on doit la travailler ensemble, cette solidarité, oui, parce que vous l'avez compris, ce n'est pas la loi du plomb qui nous permet d'avancer là-dessus. Et donc, si on ne mène pas ensemble les initiatives nécessaires pour que ça ne marchera pas, c'est sûr. Merci beaucoup Nicole Pigné. Et effectivement, tout réapprendre, la rupture, on a bien compris, c'est pas toujours facile et encore moins confortable. Mais Émilie nous porte l'exemple avec fierté. Merci beaucoup. Juste un dernier petit mot, si on a des questions, allez-y. Oui, juste une chose, ça nous permet, nous, chercheurs, de réapprendre aussi notre manière de faire de la recherche. C'est pas, je vais chez les paysans, je fais des interviews, c'est pas ça. C'est, je passe beaucoup de temps avec eux à coopérer. Et on va à la rencontre de la population, on partage, on discute avec les élus et on y va. Et c'est un cercle vertueux. Merci beaucoup. Émilie, juste un tout petit mot sur ça dont on n'a pas parlé. C'est intéressant parce que voilà, il y a quand même des petits écueils à éviter. Oui, alors en fait, donc c'est vrai que depuis 45 ans, il y a eu des artisans et des paysans, et puis d'autres aussi, qui ont voulu sauvegarder cette filière. Et puis maintenant, ça intéresse du monde. Voilà, ça intéresse du monde, mais à échelle industrielle. Donc la laine, c'est pas un produit miraculeux. C'est vertueux si on le fait bien, mais si on traite cette matière comme le coton actuellement ou autre, ça sera le même problème en fait, quoi. Enfin, faire attention à la prédation, même de notre modèle économique en fait, quoi. Enfin, si on le voit juste comme une ressource dont on peut tirer profit, je vois pas l'intérêt. Et il y a un risque. Enfin, ça c'est sûr. Et on répéterait les mêmes erreurs. Merci beaucoup, Émilie Renaud. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour cette initiative liée à une autre manière de voir l'élevage ? Merci. J'ai la question économique. En fait, comment est-ce que quand on passe à faire cette rupture, peut-être que les premières années c'est difficile, mais est-ce qu'à un moment donné, on arrive à avoir un équilibre aussi économique pour vivre aussi le mieux possible? Oui, justement, je suis en train de vivre un peu ce cap, quoi. Où pendant un an. Alors là, c'est compliqué, d'où l'importance du réseau. Seul, c'est impossible. Il faut vraiment se sécuriser, l'humain, quoi, mais tout simplement. Enfin, des personnes qui peuvent aider, c'est pas qu'une question financière. C'est une question de faciliter la communication, créer des marchés, créer du lien. Il y a plein de façons d'aider des entreprises émergentes, en fait. Et pas forcément en subventionnant avec de l'argent. Et c'est vrai que pendant les toutes premières années, c'est des pépinières, en fait. Oui, il faut aider. Mais ça se fait tout seul, c'est très compliqué. Enfin, c'est presque impossible, c'est même suicidaire. Mais ça ne peut fonctionner seulement s'il y a un socle assez solide. Et ça, c'est avec les autres. Et après, oui, ça y est, ça commence à venir, là. Et ça m'encourage. Donc, après, moi, je reste toute seule, donc il y a des limites. Voilà, mon métier a des limites. Et ça, je l'ai intégré dès le début. C'est-à-dire que moi, je ne vise pas les 200 000 euros de chiffre d'affaires. Enfin, voilà, parce que si je suis toute seule, vous voyez. Et pourtant, 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est rien. Mais moi, si toute seule, j'y arrive, très bien. Après, si ça doit grossir, mais d'autres viendront. Enfin, ça peut être un projet qui peut évoluer aussi en scope. Mais oui, ça commence à venir. Ouais. Et on est ravis. Une autre question. Bonjour, merci. Et du coup, par rapport à cet accès d'autres gens, est-ce que vous avez des gens qui viennent voir votre travail et qui viennent vous aider de l'extérieur ou seulement des acteurs locaux avec qui vous travaillez, d'autres éleveurs, des voisins ? Oui, complètement. Enfin, c'est impressionnant d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas si c'est la laine qui fait ça, là,
Je crois que c'est un ensemble, quoi. Mais oui, ça intéresse vraiment du monde. Déjà, les éleveurs, c'est sûr. Eux, ne serait-ce que pour essayer, pour tester, ça fait 10 ans que j'essaye, en fait, avec des copains éleveurs de voir ce qu'on peut faire des laines et tout, quoi, de se former, enfin voilà. De faire des retours d'expérience entre nous, ça marche bien, enfin tout ça, quoi. Donc ça crée une sorte de réseau très concret, en fait, quoi. Et ensuite, les toutes premières commandes, le bouche à oreille, tout ça, donc ça c'est du soutien. Pareil pour de la communication, pour mon site internet, j'ai eu un bon soutien d'une amie. Enfin toutes ces choses, même mine de rien. Oui, pareil, les étudiants de Limoges, pareil, qui m'ont contacté. Là, avec la communauté de communes du Haut-Limousin en marche, il y a eu quelque chose aussi. Et suite à ça, il va y avoir un reportage qui sera fait. Oui, il y a vraiment du soutien. Enfin, si moi je trouve du sens dans ce que je fais, les autres personnes aussi. Ouais, ça intéresse, quoi. Et en termes matériels, de venir vous aider à travailler, à filer, ou de voir les gestes Est-ce que vous avez des gens qui viennent par curiosité? Ouais, là, j'ai été contactée par la mission locale de chez moi. Voilà, de Bellac. L'une des référentes, en fait, elle est à la recherche des initiatives comme ça, un peu atypiques, pour montrer aux jeunes qu'il y a plusieurs façons de travailler, en fait. Et donc, ils sont venus, un petit groupe, visiter l'atelier. On a discuté tout l'après-midi d'artisanat, et c'était des jeunes qui avaient 17 ans, et on a bien parlé de leurs inquiétudes. Vraiment, c'était très, très intéressant. Et une des jeunes, elle voyait dans cette façon de faire, en fait, un peu d'ouverture, quoi. Enfin, c'est pas la solution, mais un peu autre chose, quoi. Des alternatives. Ouais, exactement. Oui. Donc oui, il y a des personnes qui veulent venir visiter. Ouais. Merci beaucoup, Émilie Renaud. Je prends un peu l'initiative de passer à la thématique suivante et de vous remercier infiniment pour ce témoignage fort et courageux.